Ok. Donc effectivement, on va parler de pas mal de sujets, dont certains ont déjà été abordés pendant ce congrès. Euh, donc j'ai pas de conflit d'intérêt, si ce n'est de côtoyer le docteur Loïc Eppelboin. Et pour ceux qui ont déjà assisté à des best-of de Loïc Eppelboin, accrochez vos ceintures, je vais essayer de marcher dans ses traces. Donc on va commencer avec la fièvre Oropush, dont vous avez déjà entendu parler. Ce travail-là, qui était assez intéressant, il reprenait sous la forme d'une méta-analyse les patients fébriles testés pendant différentes épidémies d'Oropush et ils s'intéressaient au taux de positivité des tests. Et ce qu'ils montraient, c'était qu'à la fois en termes de sérologie et en termes de PCR, les taux de positivité étaient très bas par rapport aux autres arboviroses, notamment Zika et Chick. Dans leur travail, ils citaient l'épidémie d'Oropush de Saül, et c'était en fait dans ce travail que le taux de positivité était le plus important. 6 fois plus qu'au Brésil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a du sous-diagnostic, que c'est un virus qui est compliqué à diagnostiquer et que ça a conduit à une épidémie silencieuse jusqu'à, on va dire, 7 années, où en fait on se rend compte que probablement derrière tout un tas de syndromes dingue-like se cache Oropush. Pour rappel, c'est une arbovirus avec une pathologie un peu particulière, une forme biphasique dans un peu plus de la moitié des cas, et quelques cas graves neurotropes. En 2024, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment l'explosion des cas sur le continent sud-américain, notamment au Brésil, avec une incidence, vous voyez, qui a été multipliée par 60. Donc on est face à une émergence forte en cours qui inquiète pas mal aussi nos autorités. Est-ce qu'il y a la transmission verticale? Jusqu'à il y a peu de temps, on ne le savait pas. J'en profite pour citer le travail de l'équipe de Naja Issini sur les transmissions à risque par les arboviroses au cours de la grossesse. Et vous voyez qu'on n'avait pas de données sur Oropush. Et finalement, c'est des choses qui sont en train de changer. On est peut-être face à quelque chose qui ressemble au Zika. Pour l'instant, les données sont extrêmement préliminaires. On a pour l'instant quelques cas de mères symptomatiques avec des nouveau-nés infectés par Oropush, avec, vous voyez, quand même un niveau de preuve sur la transmission verticale, des IgM dans le LCS, des PCR dans les tissus, et puis tout un tas de complications obstétricales qui commencent à être rapportées. Donc il y a un signal d'alerte sur cette transmission verticale, et évidemment il y a besoin de données supplémentaires. Alors on peut s'interroger pourquoi on est face à une telle émergence pour Oropush, qui existe et qu'on a décrit il y a déjà plus de 70 ans. Eh bien, il y a ce travail là, très intéressant, j'ai trouvé, qui a consisté à faire une analyse génomique assez poussée et qui a conduit à identifier en fait un réassortiment dans le segment S de ce génome à l'origine donc d'une nouvelle souche qui est associée à plusieurs aspects, notamment une réplication virale majorée par rapport à la souche de référence et également un échappement immunitaire. Ici, c'était en présence d'un sérum humain par une souche de référence, donc dans une biocollection préexistante. Il montrait que quand il testait avec la nouvelle souche, il n'y avait pas de neutralisation in vitro. Donc finalement, c'est une souche qui échappe à l'immunité préexistante. Il y avait également des données pour expliquer qu'il y avait une virulence supplémentaire. Et puis, plus embêtant, ce qui rejoint un peu ce qu'on a vu juste avant, qu'il y avait probablement aussi des faux négatifs avec les PCR, qui ciblaient éventuellement le segment S muté. Donc ça souligne la nécessité d'adapter nos tests régulièrement. Un mot sur le Zika, ce travail qui a consisté à analyser de façon assez fine 94 messages de santé publique au Brésil pendant l'épidémie Zika, donc 2016-2017. Et ça montrait clairement, comme vous pouvez le voir ici, on semble s'adresser qu'à une partie de la population, une moitié de la population, avec des messages très genrés autour des vecteurs et des grossesses non désirées, et qui sont finalement le reflet d'un manque de prise en compte de l'impact attendu de ces deux éléments-là dans les recommandations émises. C'était notamment le cas sur les difficultés pour inciter le partenaire au préservatif, on sait bien, et ça souligne la nécessité peut-être de raisonner autrement, de façonner autrement les campagnes de prévention, et notamment, pourquoi pas, dans les futures campagnes sur l'Oropush pour plus impliquer les hommes. Ici, un travail dans Emerging autour de la réinfection et de la preuve de réinfection à Zika chez des patients précédemment infectés, ce qui n'avait pas encore été vraiment fait. Donc ici, ils avaient inclus donc des patients majeurs symptomatiques avec une PCR positive et qui avaient bénéficié d'un suivi longitudinal avec différents prélèvements, notamment PCR dans différents compartiments et des tests de séroneutralisation. Ce qu'ils mettaient en évidence, c'était qu'il y avait une diversité génétique chez les mêmes individus au cours du temps. Donc, ils se sont intéressés aux patients qui avaient une PCR positive au-delà de 30 jours et ils ont regardé au niveau phylogénétique s'il y avait des modifications. Donc, c'était des patients qui étaient immunocompétents, ils avaient monté une bonne réponse immunitaire à J30 et ils avaient quand même
par cette analyse phylogénétique, la détection de génomes distincts donc pour 5 patients, et plus précisément pour 3 d'entre eux, ils avaient une PCR à nouveau positive après un long intervalle libre, 2 avec virémie récidivante et 1 avec une réexcrétion urinaire. Et quand ils regardaient un peu dans le détail, ils montraient que c'était des lignées assez divergentes, que ces lignes étaient identifiées ailleurs au Brésil et que le reste de diagnostic différentiel était négatif, donc ce qui plaide plutôt en faveur de réinfection. De même, ils avaient montré qu'il y avait une réascension des anticorps chez ces patients. Donc au total, ça montrait une réinfection possible à Zika virus. Fort heureusement, c'est plutôt rare, mais ça souligne assez bien aussi l'intérêt de ces cohortes longitudinales pour mieux connaître ces éléments-là. Alors ici, c'est un travail qui, je pense, apporte pas mal de réponses sur le rôle des effets immunitaires croisés entre les flavivirus, notamment ici Zika et dengue. Donc, pour aller un petit peu au message essentiel, ce qui montrait dans ce travail d'analyse spatio-temporelle des cas de Zika et puis des cas ensuite postérieurs de dengue, c'était qu'il y avait un fort taux d'attaque Zika. Et quand il y avait un fort taux d'attaque, il y avait une moindre incidence de dengue pendant quelques années. Donc ça, c'était des choses qui avaient déjà un petit peu été soulignées. Plus intéressant encore, il montrait que dans l'évolution de l'âge, ici vous avez, on va se contenter de la partie hospitalisation à droite, dans l'état de Bahia, il montrait que dans l'épidémie 2018-2019 de dengue, la moyenne d'âge était plus basse que dans l'épidémie préexistante. Donc on a des dengues qui surviennent plus tardivement et des dengues chez des individus plus jeunes en post-Zika. Autre élément intéressant, vous avez ici donc, à gauche la carte du taux d'attaque Zika pendant l'épidémie. Donc vous voyez, pour caricaturer, vous avez ici peu de cas, et à droite vous avez la différence d'âge entre l'épidémie de dengue pré-Zika et post-Zika. Vous voyez que dans les zones où il y a peu de Zika, il y a peu de différence d'âge, et quand on va dans des zones où il y a eu plus de Zika, la différence d'âge, le rajeunissement de la population des nouvelles dengues est plus marqué. Alors, ça soulève plusieurs hypothèses, notamment est-ce qu'il y a un effet du Zika sur la survenue de dengue ensuite, et quel est ce type d'effet? Est-ce qu'il y a un effet qui ressemble à un Zika comme un 5e sérotype de dengue et qui, à ce moment-là, aggraverait seulement la dengue primaire, ou est-ce que l'effet il est sur à la fois la dengue primaire et la dengue secondaire? Et donc, ce qui montrait avec un modèle mathématique, évidemment, que je ne vais pas vous expliquer, parce que je ne l'ai pas compris, il montrait qu'en fait, ce qui expliquait le mieux, c'était cette hypothèse de 5e sérotype de dengue. Alors, c'est des choses qui avaient déjà été soulignées il y a quelques années. La question, c'est également, est-ce que c'est des choses qu'on observe ailleurs, avec d'autres lignées de dengue, et notamment enfin, des sérotypes différents. Donc tout ça reste assez complexe, mais donc on avance quand même dans cette connaissance. Je voulais vous citer cet article parce que je pense que c'est vraiment important de parler du traitement de la dengue. Donc là, c'était un article qui s'intéressait à la molécule DNJ 1802, qui est un inhibiteur pansérotypique disponible par voie orale. Il avait déjà montré à la fois une bonne barrière génétique de résistance, également un intérêt in vitro dans des modèles murins. Et donc là, l'objet de ce travail paru dans Nature l'année dernière, c'était de faire un challenge donc, chez le primate non humain en prophylaxie. Donc les animaux étaient donc pré-traités pendant 3 jours par le traitement candidat, et puis ensuite ils étaient infectés. Et donc vous voyez en bas à gauche la virémie chez les animaux traités par le placebo, on va dire, et puis à droite, la virémie absente des animaux traités par le traitement à l'étude. Et ici, sur les anticorps, on observe la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séroconversion, que ce soit en IgM ou en IgG. Donc là, on est bien en prophylaxie, ce qui plaide en faveur d'une efficacité quand même assez importante de cette molécule. Chez l'homme, on a déjà des données de phase 1 rassurantes, et donc c'est quand même assez intéressant de se dire qu'on a un traitement anti-dengue oral prometteur, que ce soit en prophylaxie, donc avec un niveau de preuve qui est quand même assez intéressant chez le primate, en curatif aussi chez la souris, donc il y a des essais en cours à faire à suivre. Sur la fièvre jaune, donc un vieux pote avec des histoires récentes à raconter, si on traduit le titre. Ici, il faisait le cas d'émergence possible dans des zones qui ne sont pas présumées à risque, et donc il s'intéressait au cas de l'Australie, il répétait qu'il fallait être vigilant, et notamment il soulevait la question des vaccins faible dose, je vais passer un peu vite là-dessus, mais la problématique des faux certificats de vaccination, une problématique moi, que je ne m'étais jamais vraiment imaginée.
Et en fait, donc, dans un travail pour répondre un petit peu à ça, donc ça c'était au Soudan, dans l'aéroport international du Soudan, ils avaient fait une enquête transversale donc en 2021 et auprès de 400 voyageurs internationaux, ils avaient évalué la validité du certificat de vaccination fièvre jaune et quels étaient les facteurs associés au fait d'avoir ou pas un bon certificat valide. Et bien en fait, il y avait quand même 2 tiers de contrefaçons, ce qui est quand même assez alarmant, c'est-à-dire qu'on a des patients qui ne sont pas humains et donc potentiellement des sources de contamination. Et ce qui soulignait, on n'est pas très étonné, c'était que l'authenticité du certificat de vaccination était associée à une bonne connaissance sur la fièvre jaune. Alors il y a des pistes pour peut-être avoir des certificats dématérialisés pour éviter ce genre de choses. Ici, pour citer le travail de Caroline Thomas, qui travaille, donc, qui est docteur junior dans le service, pour encore quelques heures, quelques jours. Donc, je voulais citer son travail. Donc, de revue sur le plateau des Guyanes des cas de fièvre jaune entre 90 et 2022. Et donc, ce qu'ils avaient identifié dans ce travail, c'était 9 cas confirmés par PCR avec une létalité quand même très marquée, 80%, supérieure à ce qu'on attend. Ce qui peut souligner éventuellement un sous-diagnostic de forme modérée, et l'absence de vaccination pour la plupart des cas, mais quand même il y avait 2 cas sur 8 qui étaient vaccinés, notamment un dans l'enfance et un 10 ans avant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pour moi 3 choses: qu'il y a la circulation selvatique qui continue sur le plateau des Guyanes, qu'il faut penser à ce diagnostic et même éventuellement l'évoquer chez les vaccinés. Donc ça, c'est tout le rôle des laboratoires qu'on a pour faire les diagnostics. Et puis la question de revacciner qui, quand, ça c'est quelque chose qui reste encore débattu à l'heure actuelle. Quelques données encore plus récentes pour montrer qu'au Guyana, en 2024, il y a eu 2 cas de fièvre jaune, a priori contractés sur le territoire de Guyana, puisqu'il y avait une unité géographique de ces 2 cas. Donc il y a vraiment quand même toujours un signal présent. Un mot sur Marbourg. Donc Marbourg, c'est un filovirus, on en parle assez peu en Amérique du Sud. Mais là, c'était pour faire un focus sur cette épidémie qui survient en Afrique subsaharienne. C'est une maladie qui ressemble énormément à la maladie liée au virus Ebola, avec un réservoir, vous voyez, de gentilles chauves-souris, mais pas si gentilles que ça. La létalité, elle est effroyable. Elle est même peut-être supérieure à Ebola. Et donc, pour faire un très bref retour sur l'histoire, ça a été découvert en 1967. Il y a eu 17 épidémies sporadiques en 2023. Donc, si vous calculez 17 en... combien ça fait 50, 60 ans, ça ne fait pas tant que ça, on va y revenir. L'année dernière, ils ont constaté en Guinée équatoriale la première épidémie, avec une létalité de 90%, vous voyez, quelques dizaines de cas. Ça n'a pas duré très longtemps. Et de façon marquante, alarmante, la première épidémie également concomitante en Tanzanie. Donc 2 pays qui font leur première épidémie en même temps. Et là, en 2024, c'est le Rwanda, avec une épidémie en cours et d'autres pays autour. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a quand même une accélération du rythme de ces épidémies. On passe de 1 à 2 phénomènes par décennie à 1 à 2 par an, ce qui est quand même assez préoccupant. Les contre-mesures sont bien sûr primordiales. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas grand-chose de plus à proposer, et notamment les pistes thérapeutiques que sont les candidats vaccins, les antiviraux, dont le remdesivir par exemple, ou les anticorps monoclonaux. Eh bien, ils peuvent être éventuellement prometteurs, mais encore faut-il arriver à les tester. Et les essais sont difficiles sur le terrain, puisque bien sûr, pour tout un tas de raisons, notamment aussi la durée courte des épidémies, c'est compliqué à évaluer, mais il y a des choses, je crois, qui se mettent en place. Alors pourquoi les chauves-souris continuent de transmettre des maladies aux personnes? Et bien finalement, quand on s'intéresse un peu à modéliser ces risques de spillover, le spillover c'est la transmission interespèce pour les zoonoses, quand on passe d'une espèce à l'autre. Donc là, c'était un travail intéressant où ils avaient vraiment précisé, documenté différents paramètres qui étaient associés dans leur modélisation à des risques augmentés de transmission à l'homme. Donc il y avait le rôle du climat et des oscillations climatiques. Il y avait les ruptures de nourriture pour les chauves-souris, ce qui va en fait modifier les répartitions de population, avec des choses qui sont plutôt en faveur de ces spillovers, et puis des choses qui sont finalement plutôt pas comme ça. C'est-à-dire que, notamment, si vous avez une floraison hivernale de nourriture, eh bien, ça va plutôt protéger ce risque-là. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est important, dans les zones où il y a des risques comme ça de spillover, de documenter ces facteurs environnementaux qui influencent les comportements et les risques d'interaction entre la chauve-souris et l'homme. Ça, c'était un autre travail aussi, je vais passer,
pour aller sur le monkeypox, pour vous en parler un petit peu quand même, parce qu'on en a beaucoup parlé. Juste pour vous situer, il y a historiquement deux clades différents en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, c'était considéré comme un clade, donc un lignage moins létal. C'est pourtant celui-ci donc, qui a émergé en 2017 au Nigeria d'abord avec transmission interhumaine, et puis en 2022 avec donc, à peu près 100 000 cas confirmés en Europe, avec des mécanismes de super spreader. Ils avaient étudié dans des travaux de phylogénie, vous voyez qu'on a beaucoup montré ce genre de graphiques dans le congrès, c'est vraiment des outils intéressants pour analyser tout ça. Ils montraient que les clusters étaient assez imperméables entre eux, et donc c'est probablement ce qui a limité un peu l'émergence. Ici, juste pour vous inciter à comprendre un petit peu ce qui s'est passé avec ces émergences et le rôle des enzymes qu'on a, nous, chez l'hôte humain d'ApoBec3, qui vont en fait médier certaines mutations chez le virus et qui vont le rendre en fait potentiellement plus transmissible entre les humains. Un petit mot pour finir sur le monkeypox, c'est en fait un travail qui a été fait donc en RDC sur l'épidémie vraiment toute récente. Ils ont constaté une émergence de cas dans la région du Sud Kivu, et donc ils ont fait une enquête épidémiologique qui montrait qu'il y avait une présence de femmes importante, plus que attendu, et travail du sexe important aussi. Donc ils se sont dit qu'il y a une contamination probablement interhumaine, et c'est probablement pas de la zoonose, qui est l'autre mécanisme de transmission du monkeypox. Ils ont fait, encore une fois, des analyses phylogénétiques, vous voyez, on y revient à nouveau, et avec cette surreprésentation de mutations qu'on associe à la transmission interhumaine, ils démontrent que c'est lié à la transmission interhumaine, une faible diversité, donc une infection récente, et à l'époque, il n'y avait pas de lien avec d'autres cas zoonotiques. Mais depuis, ce nouveau lignage a émergé et est responsable de nombreux cas en dehors aussi. Voilà, je vais passer là-dessus. Juste pour dire sur le tecovirimat, qui est le traitement du monkeypox, c'est un traitement qui est fragile, qui peut faire émerger des résistances, notamment chez les patients VIH avec des CD4 très bas, et qu'il faut peut-être mettre des fortes doses ou des associations. Voilà. Et puis un petit bonus, donc juste pour vous signaler que cette année, on a atteint, mais il y a quelques jours, juste avant le congrès, le niveau le plus bas de l'Amazone, ce qui est quand même assez préoccupant, et qui rejoint la dernière diapositive de Mathilde aussi. Et puis un petit mot sur les fake news. Les fake news, ce n'est pas une émergence, c'est plutôt une réémergence. C'est un phénomène qui existe depuis très longtemps, qu'on avait documenté sur la variole, le choléra, etc. Et donc, il faut s'en méfier. Le travail communautaire est important. Voilà, donc là, j'ai fini mon best-of. Si vous me laissez quelques minutes, je voudrais surtout vous parler d'une alerte qui vient de tomber du CDC sur vous voyez, un syndrome émergent qui, a priori, toucherait plusieurs centaines de personnes en Guyane française, le Agité Fever 2024. Donc, attention. C'est dommage qu'elle ne sorte pas, celle-là. Vous la verrez sur le replay, tant pis, elle n'est pas passée. Donc, je voulais juste vous retracer très rapidement l'historique du congrès. Quand je suis arrivé il y a 3 ans, on m'a montré les étoiles, on m'a dit on va faire un congrès incroyable, dans 3 mois ça sera fait. Finalement, c'est un peu ça qui s'est passé. Donc ça, c'est la navette qui avait explosé. Pour faire plutôt guyanais, on va dire c'est plutôt ça qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on est un petit peu tombé à la renverse comme la grue du dégradé des Cannes, et puis finalement on s'est remis à travailler. Je vous laisse deviner qui est qui. Donc évidemment c'est un travail d'équipe, hein, donc sous l'œil bienveillant de Félix, on a du coup, on s'est mis en marche pour avancer et viser la stratosphère, en essayant d'avoir une collaboration qui soit la plus pertinente possible. Je ne sais pas où est-ce que tu es, Loïc, si tu es là. Et voilà, donc en gros, ça ressemblait à ça quand on s'est relancé dans l'aventure des Agités début 2023. Ça, c'est quelques semaines plus tard. Finalement, on a quelques épreuves à affronter, des épreuves plus ou moins sympathiques. Et ça, c'est quand on apprend du coup que ce fameux bâtiment qu'on va pouvoir visiter à 13h n'est pas disponible. Bon, finalement, l'Amphia, c'était pas si mal. Et peut-être que l'ISPA, il sera disponible pour d'autres congrès, peut-être dans 2, 3, 4 ans. Voilà, ça c'était quand on attendait la réponse sur la disponibilité des amphia et eux de la fac. Bon, ils nous les ont donnés, mais ils nous ont vraiment fait miroiter et attendre beaucoup. Et ça, c'est quand on a découvert le nombre de résumés soumis qui montraient qu'il y avait vraiment beaucoup de motivation pour participer à ce congrès. Et puis finalement, quand on arrive au 15 octobre à 13h30, la magie opère, ça décolle. La fusée n'a pas explosé.
on l'a fait. Et du coup, voilà, j'en profite pour faire un immense merci à tous les orateurs, les oratrices, les modératrices, les modérateurs, le comité d'organisation scientifique, tous les partenaires. Vous reconnaîtrez certaines têtes ici. Donc, méfiance quand vous avez des photos sur Internet. Hein, voilà. Loïc, j'ai été plutôt gentil avec toi sur celle-là. Donc voilà, je remercie tout le monde. Et rendez-vous en 2026 aux Antilles ou en Guyane, peut-être. Il n'y aura même pas besoin de changer de nom. Vous voyez, Assises Antillo-Guyanaises d'infectiologie de médecine tropicale. Agité, ça marche quand même. Merci beaucoup.